Très bien, bah, écoutez, bonsoir. Oui, je vais essayer de vous restituer une étude que l'on a faite sur l'empreinte sociale. Moi, en fait, ce qui m'intéresse en tant que chef d'entreprise, c'est de savoir quelles sont j'allais dire, les forces qui font que les entreprises vont rentrer dans l'économie positive, vont se servir des leviers de l'économie positive pour développer, je dirais, leur activité. Et ça, dans un contexte où l'environnement économique est relativement chahuté, mais je crois que ce soir, il y aura un débat avec Henri Lachmann autour de ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que l'on a essayé de faire? Moi, ça fait à peu près depuis 2009 que je travaille sur ces sujets. Avec une dizaine de patrons d'entreprise, on a essayé de définir ce que c'était que l'empreinte sociale des entreprises dans une perspective de long terme et pas de court terme. On a publié un livre en 2011 autour de ces sujets et on a essayé d'en sortir un certain nombre de grilles d'analyse, de grilles de lecture, qu'on a d'ailleurs présenté au LH Forum l'an dernier. J'étais avec Martin Vial et François Séguineau. Arnaud Ventura a aussi travaillé sur ces sujets et ce soir, vous aurez Françoise Gris, qui elle-même faisait partie de ces travaux. Donc ce qui nous paraissait intéressant cette année, c'était de repartir de cette grille d'analyse et puis d'essayer de tester cette grille d'analyse auprès de chefs d'entreprise. Donc on a interviewé avec le CSA, l'Institut CSA, une centaine de chefs d'entreprise autour de ces concepts pour voir est-ce qu'effectivement ils les mettaient en place à l'intérieur de l'entreprise, quelle valeur ça créait ou pas à l'intérieur de l'entreprise, quels étaient les facteurs déclencheurs qui pouvaient leur permettre d'aller plus loin, même dans une période de crise, et de quoi ils auraient besoin pour mieux travailler autour de ces concepts d'économie positive. Alors peut-être pour être concret, je vais démarrer par ce schéma, c'est la première fois que je l'utilise, mais une entreprise, finalement, pour durer, pour se développer, pour tirer parti des fruits de son activité, on voit bien, avec le concept ou la métaphore de l'arbre, qu'elle doit être ancrée, qu'elle doit avoir des racines puissantes et être ancrée à la fois dans l'économie, dans l'environnement et dans le social. Donc ce terreau a trois composantes. Si effectivement j'ai une hypertrophie du côté de l'économie, on peut penser que sur le long terme, cette entreprise ne peut pas se développer. Donc l'équilibre et l'ancrage au niveau du social, de l'environnement et de l'économie est un point essentiel. Pour durer, encore une fois, et tirer parti de son activité sur le long terme. Mais on peut aussi imaginer que si cette entreprise ne prend pas soin de son terreau social, environnemental et économique, sur le long terme, là aussi, elle ne pourra pas se développer. Alors, si on prend des exemples tout bêtes sur l'économie, on le sent bien, terreau économique, écosystème économique. Prenons le cas actuellement. Problématique de liquidité dans les banques, difficulté de financement des entreprises, l'écosystème économique ne fonctionne pas bien, l'entreprise ne peut pas se refinancer, l'entreprise aura des difficultés et peut-être sera amenée à disparaître. Environnement, c'est la même chose. Si autour de cette salle, on avait une énorme pollution chimique ou nucléaire, on ne serait pas ici à débattre. Et dans le domaine social, c'est exactement la même chose. Une entreprise ne peut pas se développer si son terreau social, interne et externe, mais son terreau social ne se porte pas bien. J'entendais tout à l'heure Jean-Paul Fitoussi qui disait finalement on a voulu maximiser, ou est-ce qu'il faut maximiser le PIB, le développement du PIB, plutôt qu'au détriment, j'allais dire, de la stabilité de l'emploi. Ouais, je crois que c'est une bonne illustration, mais sur le long terme, on sait qu'on perd. Parce que si on a une stabilité de l'emploi, on contribue aussi à l'augmentation du PIB. Donc ce concept-là me paraît fondamental. Être capable de prendre en compte le terreau social en termes d'ancrage, le terreau social, environnemental et économique, en termes d'ancrage, mais aussi en termes de régénération du terreau. Avec peut-être une composante supplémentaire qui n'apparaît pas sur ce schéma, qui est le fait que ce terreau, il est certes pour cet arbre ou pour cette entreprise, mais il est aussi pour les entreprises voisines et pour les arbres d'à côté. Donc détruire du terreau, c'est aussi avoir un impact sur l'écosystème des entreprises qui l'entourent. Alors, l'empreinte sociale, je ne l'ai pas définie, mais finalement, c'est quoi? C'est l'impact des politiques sociales de l'entreprise sur ses employés, sur ses partenaires, qui peuvent être ses sous-traitants ou ses co-traitants,
et puis sur la société. C'est ça qu'on essaye d'évaluer et de promouvoir. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'empreinte sociale est au cœur de la stratégie des entreprises? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que si l'on fait cette comparaison sur 3 ans, on avait 26% il y a 3 ans, on a maintenant quasiment 50% des entreprises qui considèrent que l'empreinte sociale est au cœur des priorités de l'entreprise, mais que surtout l'empreinte sociale est un élément stratégique pérenne. Pourquoi c'est important? Parce que ce n'est pas un ensemble de programmes qu'on va laisser tomber parce qu'effectivement, on aura des turbulences économiques à faire face, mais c'est effectivement un programme stratégique. On ne coupe pas les programmes stratégiques, même en programme de crise, puisque ça fait partie de la sortie de crise. Alors, contribue-t-elle à la performance de l'entreprise? C'est souvent la question que l'on se pose, et c'est aussi la question qui est certainement le déclencheur de la mise en place d'une politique ou d'une économie positive. Alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 96% des patrons d'entreprise. Nous n'avons interviewé que des patrons d'entreprise, des présidents d'entreprise. 96% d'entre eux considèrent qu'effectivement, ça contribue à la performance économique de l'entreprise, avec certainement une marge de progrès, c'est-à-dire faire basculer les 54% plutôt vers les 42% de convaincus. On verra d'ailleurs en quoi ça se traduit lorsque l'on se situe dans la partie 42%, comment ça se traduit par rapport à l'entreprise et par rapport au chef d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent là, au travers de cette question, l'empreinte sociale? Ils ont surtout souligné la partie dialogue social, la partie cohésion sociale et mobilisation du personnel, la partie rétention des talents, la partie valorisation des parcours. On voit qu'on est plutôt là tourné sur l'interne de l'entreprise. Et finalement, au travers de ces études et de ces entretiens, on voit apparaître 2 approches qui sont bien différenciées. On voit apparaître les gens qui font effectivement de l'empreinte sociale une stratégie d'entreprise. La conviction est établie, c'est la conviction, on le verra tout à l'heure, la conviction des dirigeants. Ça fait partie des éléments identitaires et culturels de l'entreprise. C'est la prise de conscience aussi qu'il faut s'occuper du terreau de l'entreprise. Donc c'est à la fois interne et externe de l'entreprise. Est-ce que j'ai une externalité positive ou négative? Et je préciserai mon propos tout à l'heure. Et puis, peut-être entreprise comme sentiment que l'entreprise devient une référence dans un monde qui manque de repères. Et puis de l'autre côté, plutôt des gens qui font de l'empreinte sociale, plutôt par pragmatisme. Par pragmatisme où, bon, je dirais, elle voit bien que ça peut améliorer l'image de l'entreprise, ça peut être envisagé comme un plus, mais on n'a pas l'ensemble du spectre de l'empreinte sociale, interne et externe, plutôt travailler sur l'externe en termes de communication, mais on n'a pas encore une conviction forte et établie. Alors, quels sont les domaines dans lesquels les entreprises agissent ou peuvent agir pour optimiser l'empreinte sociale? Alors là, on a représenté 2 parties, la performance de l'entreprise étant au centre, c'était notre grille de lecture de l'année dernière, avec l'empreinte interne et l'empreinte externe. Donc là, on va parler d'employabilité, d'anticipation des transformations, de partage des valeurs créées, de mobilisation des talents, de cohésion sociale. L'employabilité, c'est un concept assez simple. Aujourd'hui, une entreprise ne peut plus avoir la promesse de l'emploi à vie. Par contre, elle a un impératif, c'est l'employabilité de ses collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise dans une perspective long terme. C'est-à-dire se séparer d'un collaborateur à partir du moment où il a les moyens, où il a une employabilité qui lui permet de retrouver un emploi à l'extérieur de l'entreprise. Ça, effectivement, ça fait partie de l'empreinte sociale, ça fait partie d'une externalité qui est une externalité positive. L'anticipation des transformations. Là encore, les exemples que l'on avait, lorsque l'on travaillait ensemble, c'est Philippe Carly qui était président de Siemens, qui avait eu à fermer une usine d'ampoules à incandescence,
et ça, ils le savaient, donc il n'y avait pas trop de problème de vision stratégique, puisque c'était une décision, c'était une loi européenne qui interdisait la production d'ampoules à incandescence en Europe, et donc de passer aux autres types d'ampoules que l'on connaît à base de LED. Bon, là, ils ont eu le temps, effectivement, de travailler sur une période de 2 ans pour anticiper ces transformations. Ils ont mis tous les acteurs ensemble pour arriver à sauver cette usine ou à sauver une partie de l'emploi ou créer de l'employabilité externe. Bon, résultat, ils ont sauvé l'usine, ils ont réussi à continuer à fabriquer effectivement des ampoules qui étaient des ampoules de basse consommation ou de très basse consommation, je ne me rappelle plus, alors que tout le marché était pris par les Coréens et par les Chinois, et qu'ils ont reconverti une autre partie sur le territoire. Mais ça a supposé effectivement un dialogue complet et très large avec les partenaires économiques, avec les partenaires sociaux, avec les politiques régionaux pour arriver à trouver un ensemble de solutions. Ça, c'est l'anticipation des transformations, qui joue aussi sur l'employabilité, puisque une des conclusions était de dire, lorsque l'on anticipe les transformations, la partie employabilité, donc former les gens en permanence tout au long de leur carrière, devient un impératif clé. Et donc, ça veut dire que anticiper, ça veut dire que former avant, donc réserver une part des budgets de formation tout au long de la vie sur l'employabilité. Sur la cohésion sociale, ça c'est plus une idée qu'on avait trouvée aussi au niveau des centres, en discutant avec le centre des jeunes dirigeants, qui était une idée autour de laquelle le dialogue social devait effectivement s'effectuer, mais TPE, TPI, peut-être qu'on pouvait faire un dialogue social sur la base d'un territoire, ce qui permet d'ailleurs de faire le lien avec l'empreinte externe. Et ce concept nous paraissait aussi intéressant. Donc, sur l'externe, là, on va travailler sur le développement des compétences. Mais développement des compétences pour la performance de l'entreprise. Sur les relations commerciales équilibrées, on avait un exemple dans les échanges qu'on a pu avoir avec les patrons d'entreprise sur des entreprises qui demandaient finalement à leurs sous-traitants ou aux autres entreprises qui travaillaient pour elles dans le cadre d'appels d'offres d'être impliquées dans l'insertion. Alors ces entreprises qui ont accepté de jouer le jeu, finalement on peut toujours se demander, on peut dire, est-ce qu'elles l'ont fait par intérêt pour avoir un marché ou est-ce qu'elles l'ont fait par conviction? Et je reviendrai à ce que disait Carole Bouquet ce matin, à la limite, on s'en moque. L'essentiel, c'est que ces entreprises soient capables de travailler sur ces sujets-là à un moment donné, et on s'aperçoit finalement au fil du temps qu'à partir du moment où elles ont commencé à s'intéresser à ces sujets, dans 90% des cas, non seulement elles continuent, mais elles élargissent le spectre d'intervention, enfin le spectre d'intérêt sur les composantes de l'empreinte externe, et après elles viennent progressivement sur les composantes de l'empreinte interne. 2 commentaires par rapport à cela en termes d'attitude pragmatique. Le premier, c'est qu'une entreprise ne peut pas être à un instant T performante sur l'ensemble de ces critères. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est qu'une entreprise, compte tenu de son modèle économique et de l'industrie dans laquelle elle travaille, ne peut pas couvrir l'ensemble du spectre. L'ensemble du spectre et ne peut pas avoir les mêmes objectifs d'empreinte sociale. Lorsqu'on était avec Jean-Pierre Clamadieu, qui était le président de Rhodia et qui est devenu le président de Solvay, qui a participé à nos travaux, il était clair que lorsque l'on comparait nos entreprises, il était une impossibilité totale d'avoir la même empreinte sociale. Parce que les industries, les modèles économiques étaient complètement différents. Donc le plus important, c'est d'être effectivement exemplaire et performant sur son spectre d'empreinte sociale, et que sur un territoire, on ait une complémentarité des empreintes qui puisse se faire entre les entreprises ou entre les entreprises et le domaine public. C'est ça qu'on recherche. Et je reviendrai sur ce que disait Carole aussi ce matin. Finalement, le plus important, c'est d'essayer de rentrer par un domaine d'excellence, de développer ce domaine d'excellence, et puis progressivement d'ouvrir sur les autres leviers que l'on peut voir dans les 2 empreintes. Si je prends l'exemple d'Accenture, nous, une entreprise de 5000 personnes, la moyenne d'âge c'est 32 ans, on recrute à peu près 1000 étudiants par an. Donc nous, notre domaine d'excellence, c'était quoi? C'était, je suis capable de recruter des jeunes, de les prendre dans l'entreprise,
de les former, de travailler sur leur employabilité puisque nous, on est une entreprise globale, dans un monde global, et de les monter en compétences progressivement. Ça, c'est l'interne. Comment je peux travailler sur l'empreinte externe à partir de ce constat de mon domaine d'excellence? Moi, c'était assez simple. J'ai pris la responsabilité, je suis président du conseil d'administration de l'INSA de Lyon. Tout ça a une cohérence. On est excellent, on le pense, dans le recrutement des jeunes, leur formation et leur accompagnement dans leur première année de carrière. Il était aussi important pour nous de comprendre comment l'écosystème pouvait nous fournir ces jeunes diplômés, quelles étaient la problématique de ces écoles par rapport à l'évolution des formations qu'elles vont faire, et donc de comprendre aussi la problématique des écoles, des grandes écoles d'ingénieurs, par rapport à nos besoins et par rapport à leurs contraintes. Donc je crois que c'est ça, c'est de dire, et c'est ça s'occuper du terreau, pour être clair. Je travaille sur les jeunes chez moi, je mets ma politique sociale en place, mais je me préoccupe aussi du terreau, c'est-à-dire l'école, alors pas uniquement pour fournir mon entreprise, mais pour fournir l'ensemble des entreprises, par rapport aux évolutions, par rapport aux problématiques sur lesquelles elles doivent faire face. Et ça, c'est vrai dans les diplômes d'ingénieurs, mais c'est vrai aussi dans l'alternance, dans la professionnalisation. Comment je peux arriver de bout en bout à la fois m'occuper du terreau, pour améliorer le terreau et faire que les entreprises sur ce terreau puissent se développer par rapport à des besoins spécifiques dans un domaine d'excellence qui, pour nous, était les jeunes. Pour d'autres, ça sera peut-être les seniors. Et ma notion de complémentarité, elle prend un sens. Une entreprise peut être excellente dans le domaine des jeunes, un peu moins bonne dans le domaine des seniors, mais la complémentarité de ces entreprises fait qu'effectivement, sur un territoire, on peut arriver à trouver des solutions. Ce qui n'est pas la problématique aujourd'hui. La problématique aujourd'hui, c'est des injonctions gouvernementales pour que tout le monde ait la même empreinte sociale et faire progresser tout le monde par rapport à ce même critère. Et ça, c'est contre-productif à la fois du point de vue du dialogue social et à la fois du point de vue de l'efficacité sur un territoire. Alors, une fois que j'ai dit ça, quels sont les facteurs déclencheurs finalement de la mise en place et du développement pérenne de l'économie positive sur le long terme. Bon, en fait, on a vu trois facteurs. Le premier, c'est la conviction du dirigeant. Rien ne se fait si le dirigeant n'est pas convaincu et ne met pas un poids fort dans cette orientation. Le 2, c'est la mobilisation progressive du personnel. Et le 3, finalement, c'est l'adhésion des actionnaires. Ces trois facteurs, en tout cas c'est le résultat de l'enquête, permettent de mettre en place et de développer, je dirais, ces concepts d'empreinte sociale dans le cadre d'une économie positive, encore une fois sur le long terme. Et vous voyez qu'on est même très loin devant la mesure des indicateurs, puisqu'on a à peu près un poids de 46% sur la mesure des indicateurs. Donc trois éléments clés, les dirigeants, la mobilisation des personnels et l'adhésion des actionnaires. Alors, comment accélérer, puisque c'est quand même par rapport à ces constats, comment accélérer au-delà de la conviction? D'abord, c'est effectivement les patrons demandent des études économiques et des benchmarks. Ils demandent aussi une plateforme d'échange. Alors je dirais le LH Forum est une plateforme d'échange d'une certaine façon. Plateforme d'échange qui permet à certains de partager effectivement leur expérience, de capter les informations des autres. D'ailleurs, on était avec Arnaud Ventura tout à l'heure, on se disait finalement pour l'année prochaine on va essayer de trouver d'autres idées pour aller encore plus loin dans ces plateformes d'échange. Et puis les études économiques. Alors, c'est toujours rassurant, j'entendais les rapports tout à l'heure, c'est vrai que c'est toujours rassurant de se dire, finalement, si je fais ça dans le domaine du social, combien ça me rapporte, parce que je pourrais dire ça à mes actionnaires, donc je vais continuer. Moi, ce n'est pas mon driver. Moi, mon driver, il est simple. C'est de dire, si je travaille en économie positive sur le long terme, sur une empreinte sociale, tout en travaillant mon empreinte environnementale et bien sûr économique, mais ça, c'est ce que je fais tous les jours depuis 30 ans, j'ai plus de chances que les autres d'amener mon entreprise en termes de croissance et de rentabilité sur le long terme. Autrement dit, ma position est plus de dire quelle entreprise je vais laisser à mon successeur. Je dois laisser une entreprise meilleure à mon successeur que celle que j'ai trouvée aujourd'hui. Donc de la mettre dans une position de croissance par rapport aux évolutions que je peux voir sur le territoire français, si je suis uniquement français, ou au niveau global, si je suis une entreprise internationale et globale. Alors, on a essayé, parce qu'on nous demande toujours à études économiques, faites quelque chose, vous êtes des consultants, trouvez. Alors, il se trouve que nous, on travaille avec Passeport Avenir, là aussi, s'occuper du terreau social, de l'environnement dans lequel on travaille. Pas pour nous, pour la société, toujours pareil. Donc on amène des jeunes qui sont en difficulté,
et je vais complètement exploser mon temps, mais dans les écoles supérieures, pour les amener à faire cette formation. Et donc, on a mis en place une méthodologie d'évaluation pour essayer de rassurer tout le monde, et Passeport Avenir également, et leur dire, finalement, on a pris la méthodologie de l'ESSEC, et on a essayé de calculer ce qu'un euro mis dans Passeport Avenir rapportait en capital social. Et on a trouvé finalement, alors même si tout ça est approximatif, un rapport de 1 à 2,1. Un euro mis rapporterait du point de vue social 2,1 euros. Donc ça fait partie de ces choses qui progressivement vont se mettre en place pour permettre des benchmarks et pour accélérer, pour être des facteurs d'accélérateur de la mise en place. Alors dans quel cadre on veut faire ça? C'était nos dernières questions. Voilà, je l'ai couvert. Donc, dans quel cadre faire ça? Finalement, est-ce que l'on va faire ça sur de l'autorégulation ou par une approche mixte? Vous voyez que là, on est entre les deux. 47% une approche mixte, 46% disent bon, on voudrait bien faire une autorégulation, c'est la schizophrénie à la française. Oui, il faut faire des rapports, oui, il faut faire des analyses, oui, il faut faire des normes. On en a besoin pour se benchmarker et peut-être pour faire de la progression. Mais attention, qui dit indicateur dit sanction. Est-ce qu'il faut avoir des sanctions? Est-ce qu'on n'a pas assez de sanctions aujourd'hui à l'intérieur de l'entreprise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est toute l'ambiguïté aujourd'hui. Je crois que pour l'instant, on a besoin, ce que je disais tout à l'heure, de ces benchmarks. On a besoin de ces éléments de comparaison pour arriver à progresser. Mais encore une fois, le driver aujourd'hui, c'est avant tout la prise de position, et la prise de position, j'allais dire, sur une longue période du patron de l'entité qui pilote cette activité. Voilà les éléments, Alexandra, que je pouvais partager avec vous cet après-midi. Christian Nicouvelle, le président d'Accenture. Merci. Merci. Merci.